Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille te semblent sans doute familiers. Peut-être que tu y as joué il y a longtemps et que tu as parcouru Kanto plus de fois que tu ne pourrais t'en souvenir. Et pourtant, il y a énormément de choses que tu ignores probablement encore. Dans cette vidéo, tu vas entendre 50 faits tranquilles sur Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille que tu ne connais en grande partie pas. Et vers la fin, tu te rendras compte que même un jeu que tu penses connaître par cœur cache bien plus de couches que tu ne l'aurais imaginé. On commence par quelque chose que presque tout le monde connaît, mais que l'on regarde rarement de cette manière. Les villes et villages de la région de Kanto portent presque tous des noms liés aux couleurs. Azuria fait référence à un bleu clair. Céladopole évoque une teinte de vert douce. L'avant-ville signifie violet pâle. Ce schéma revient encore et encore, sans que le jeu ne l'explique jamais clairement. Plus on y pense, plus il devient difficile de croire que ce soit un simple hasard. Il y a pourtant un endroit qui ne correspond pas tout à fait à ce principe, Bourg-Palette, là où ton aventure commence. Une palette ne désigne pas une seule couleur, mais plusieurs à la fois. Bourg-Palette symbolise ainsi un commencement où rien n'est encore défini. Un moment où tout est possible avant le moindre choix. Chacune des deux versions possède ses Pokémon exclusifs. Vert-Feuille en contient 24, Rouge-Feu 23, soit exactement un de moins. C'est un détail minuscule, mais ce genre de précision montre à quel point ces remakes ont été pensés avec soin. Avant même ton premier combat d'arène, tu peux entendre quelque chose d'inhabituel à Argenta. Au musée, au deuxième étage, un vieil homme parle d'une date précise, le 20 juillet 1969. Pour ceux qui la reconnaissent, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est la date de l'alunissage d'Apollo 11. Un véritable événement historique dissimulé dans un dialogue que la plupart des joueurs n'entendent qu'une seule fois, souvent sans y prêter attention. Même le programme à la télévision chez toi change subtilement selon le genre de ton personnage. Si tu joues un garçon, tu entends parler de 4 garçons marchant ensemble le long d'une voie ferrée, une référence au film Stand By Me. Si tu joues une fille, il est question d'une fillette aux nattes suivant une route pavée jaune, un clin d'œil discret au magicien d'Oz. 2 histoires totalement différentes, liées par un détail minuscule dans une pièce où tu ne retourneras probablement jamais. Tous les détails ne sont pas visibles pour tout le monde. Il existe un dialogue qui n'apparaît que dans des conditions très particulières. Si tu utilises une copie illégale du jeu, tu peux vivre quelque chose d'inattendu à Carmin, sur mer. Lorsque tu parles au capitaine de l'Océane, il te dit soudain « Au fait, si tu aimes ce jeu, achète-le ou meurs ». C'est une blague sombre, volontairement ajoutée par Nintendo, mais que presque personne ne voit jamais. Certains mystères sont devenus célèbres justement parce qu'ils ont été racontés pendant des années. Au sud de l'endroit où l'Océane était amarré, un camion solitaire se trouvait dans les jeux originaux. Des rumeurs affirmaient qu'une Pokéball contenant Mew se cachait dessous. Ce n'était jamais vrai. Pourtant, le camion est toujours présent dans Rouge-Feu et Vert-Feuille. Cette fois, il ne cache pas un Pokémon légendaire, mais un biscuit lava. Une petite reconnaissance d'un mythe qui n'a jamais totalement disparu. Toutes les histoires ne sont pas visibles. Certaines n'existent que dans le son. Depuis des années, une rumeur persistante entoure la musique de l'avant-ville. Selon certaines versions, ce thème provoquait
de violents maux de tête. Dans les récits les plus exagérés, il aurait même eu des conséquences mortelles. Aucun élément ne l'a jamais prouvé, mais l'histoire a continué d'exister, peut-être justement parce que personne n'a pu la réfuter définitivement. Sur la route 3, une phrase est devenue étonnamment célèbre. Un dresseur dit « J'adore les shorts, c'est confortable et facile à porter ». Avec de légères variations, cette phrase revient dans presque tous les jeux principaux sortis par la suite. À force de répétition, une remarque banale est devenue un repère familier pour les joueurs qui ont suivi la série. Dans le tunnel rocheux, un autre dresseur lance quelque chose qui peut sembler vaguement familier. Au début du combat, il s'écrie « Donne-moi ton meilleur coup » et après sa défaite, « Vas-y, fais feu ». Ensemble, ces phrases forment une référence à la chanson « Hit Me with your best shot » de Pat Benatar. Ce sont des détails que l'on ne remarque que si l'on prend vraiment le temps d'écouter. Selon le compositeur et développeur Junichi Masuda, il y avait une raison précise pour laquelle Vert-Feuille n'a jamais été renommé Pokémon Bleu à l'international. La feuille était perçue comme un symbole de paix. Le feu et l'eau, le rouge et le bleu, sont des opposés qui créent davantage de tension ensemble. Ce contraste correspondait mieux à Rouge-Feu et Vert-Feuille, comme deux faces d'un même ensemble. Ceux qui achetaient une version physique recevaient aussi quelque chose de particulier, un adaptateur sans fil pour la Game Boy Advance. Il permettait d'échanger des Pokémon sans câble Link. Pour beaucoup, c'était comme un discret regard vers l'avenir, bien avant que le jeu en ligne ne devienne une évidence. Les textes du Pokédex diffèrent eux aussi selon la version. Dans Vert-Feuille, ils sont identiques à ceux de Pokémon Rouge et Bleu. Dans Rouge-Feu, ils sont basés sur les versions japonaises Rouge et Vert. Pour la première fois, ces descriptions originales ont été traduites officiellement. Avec les jeux originaux de la première génération, Rouge-Feu et Vert-Feuille sont les seuls jeux principaux dans lesquels aucun Pokémon légendaire n'intervient dans l'histoire principale. Ce sont aussi les derniers jeux principaux, sans mécanique, liés au temps. Tout s'y déroule, dans un instant figé. Il n'existe qu'un seul Pokémon de la 3e génération, que tu peux obtenir sans échange ni événement spécial, OK, que tu reçois sous forme d'UF. Si tu continues ton voyage calmement et que tu prends le temps de vraiment regarder autour de toi, quelque chose d'étrange attire l'attention sur l'île 6. Le motif dans les buissons ressemble fortement à un circuit imprimé, comme si tu regardais une carte électronique. La plupart des joueurs passent sans y penser. Mais ceux qui s'arrêtent un instant voient que ce détail a presque certainement été conçu volontairement. Une blague visuelle pour ceux qui ne se pressent pas. Cette attention aux détails contraste avec la vitesse à laquelle les jeux se sont vendus. Durant la première semaine suivant leur sortie, Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille se sont écoulés ensemble à environ 900 000 exemplaires au Japon. En quelques jours seulement, ils étaient presque partout en rupture de stock. Le retour à Kanto était quelque chose que beaucoup de joueurs attendaient, même sans en avoir pleinement conscience. Certains changements dans les remakes ne sautent aux yeux que si l'on connaît bien les jeux originaux. Dans Rouge-Feu et Vert-Feuille, tu rencontres le Pokémon légendaire Sulfura au Mont Braise. Dans Pokémon Rouge, Bleu et Jaune, il se trouvait encore sur la route Victoire. Avec ce changement, les remakes montrent qu'ils ne sont pas de simples copies, mais des reconstructions avec des choix
différents. La raison même de l'existence de ces remakes a peu à voir avec la nostalgie. Elle était surtout technique. La Game Boy Color et la Game Boy Advance n'étaient pas compatibles entre elles. Sans Rouge-Feu et Vert-Feuille, il aurait été impossible, en combinaison avec Pokémon Ruby et Saphir, de compléter le Pokédex national. Ces jeux formaient donc un pont nécessaire, même si cela n'est jamais formulé explicitement. Sur la route 3, tu rencontres un dresseur nommé Bugcatcher Colton. Il te dit t'avoir déjà vu dans la forêt de Jade et que tu l'y as même battu. Ce qui est frappant, c'est qu'aucun Bugcatcher portant ce nom ne s'y trouve. C'est une petite erreur, anodine, jamais corrigée, un rappel que même les mondes les plus soigneusement construits ont parfois de fines fissures. Dans la chambre du joueur, dans les versions originales Pokémon rouge, bleu, vert et jaune, il y avait une console de jeu. En l'examinant, on découvrait qu'il s'agissait d'une Super Nintendo ou d'une Super Famicom au Japon. Dans Rouge-Feu et Vert-Feuille, ce détail a été modifié. On y trouve désormais une NES ou une Famicom au Japon. Ce qui est frappant, c'est que cette console n'avait déjà plus vraiment de rôle actif au moment de la sortie des Pokémon originaux. Et pourtant, elle est restée là, comme un symbole discret d'une époque révolue. Certains lieux n'existent que sur le papier. La salle de mixage des records de Pokémon Ruby, Saphir et Émeraude est techniquement présente dans Rouge-Feu et Vert-Feuille. Mais elle n'est jamais utilisée et reste inaccessible sans modification du jeu. La pièce est entièrement construite, mais demeure fermée en permanence, comme si sa seule fonction était de prouver qu'elle existe. Les textes du jeu changent eux aussi subtilement selon la région. Dans les versions japonaises de Rouge-Feu et Vert-Feuille, tout le texte est affiché en noir. Dans les versions localisées, différents éléments ont reçu leur propre couleur. Les panneaux et les objets utilisent le noir. Les personnages masculins parlent en bleu, les personnages féminins en rouge. C'est une différence que tu n'as peut-être jamais remarquée consciemment, mais qui a toujours été là. La traduction de Rouge-Feu et Vert-Feuille a été assurée, comme pour beaucoup d'autres jeux Pokémon, par un traducteur indépendant nommé Nob Ogasawara. En hommage à son travail, certains dresseurs des générations 2 et 3 portent le prénom Nob. Son influence n'est donc pas visible au premier regard, mais elle se fait entendre dans des noms que l'on lit souvent sans y penser. Les îles Sévi elles-mêmes sont inspirées des véritables îles Ogasawara, situées au large du Japon. Cet archipel porte le nom des ancêtres de Nob Ogasawara, qui affirmaient avoir été les premiers Japonais à atteindre ces îles. Le lien entre le monde réel et le monde du jeu est ici étonnamment direct, sans que le jeu ne le mentionne jamais. Dans la réalité, les îles Ogasawara n'ont jamais été reliées au continent japonais. Cela a permis le développement de plantes et d'animaux uniques, que l'on ne trouve nulle part ailleurs. On retrouve cette idée dans Rouge-Feu et Vert-Feuille, où les Pokémon de Johto ne se rencontrent que sur les îles Sévi. Ils y ont leur place, séparés du continent. Certaines îles de l'archipel Sévi sont même des représentations directes de lieux réels. Birth Island, où l'on peut rencontrer Deoxys, est basé sur l'île de Minami-Torishima, un endroit qui, dans la réalité aussi, donne une impression d'isolement profond. En réalité, il existe plus de 30 îles Ogasawara. Des données internes du jeu montrent que bien plus d'îles Sévi étaient là prévues. Elles avaient des noms et même des cartes bêta partielles,
mais n'ont finalement jamais été intégrés au jeu final. Leurs traces restent cachées dans des données que la plupart des joueurs ne verront jamais. Toute l'inspiration ne venait pas du même endroit. Certaines îles Séville sont basées sur les îles Izu. Cet archipel volcanique a servi de modèle pour le Mont Braise et le Roc Navel. Même les paysages portent calmement la trace de leur origine. Pour ouvrir l'entrepôt Roquette, 2 mots de passe sont nécessaires. Ce sont tous les deux des palindromes, Goldin Nidlog et Yes No Chauncey. Ils se lisent de la même façon dans les 2 sens. Un détail joueur que presque personne ne prononce à voix haute, mais qui correspond parfaitement à une organisation qui aime rester dans l'ombre. Selon un PNJ sur l'île 4, Olga a un goût particulier pour les poupées Pokémon. Chaque fois que tu entres au Panthéon des dresseurs pour la 25e fois, elle ajoute discrètement une nouvelle poupée à sa collection. Elle peut en rassembler jusqu'à 8. Un détail que presque personne ne voit dans son intégralité, simplement parce qu'il demande énormément de temps et de patience. Le Nautologue. Développement des Pokémon rouges et verts originaux a été loin d'être simple. À l'époque, Game Freak était un petit studio avec peu d'expérience sur Game Boy. Ils n'avaient jamais travaillé sur un projet aussi ambitieux et inhabituel que Pokémon. C'est aussi pour cela que les jeux de la première génération sont techniquement désordonnés comparés aux titres suivants. Cela explique les nombreux glitches, situations étranges et problèmes d'équilibrage que les joueurs découvriraient plus tard. Ces imperfections ont parfois mené à des découvertes inattendues. Dans les données de la première génération, le professeur Chen est également enregistré comme dresseur. Il possède une équipe complète de Pokémon. Le combat n'est pas accessible sans glitch, mais son équipe se compose de 5 Pokémon, tous d'un niveau supérieur à ceux de Blue. Tout cela laisse penser que le professeur Chen était à l'origine destiné à être le boss final du jeu, avant que cette idée ne soit abandonnée. Le fonctionnement des types n'était pas encore totalement abouti non plus. Les attaques de type dragon sont censées être super efficaces contre les Pokémon dragons. Dans Pokémon rouge, bleu et jaune, ce mécanisme apparaît à peine. La seule attaque dragon existante était Dracorage. Elle inflige toujours exactement 40 points de dégâts et ignore complètement les affinités de type. L'idée était là, mais le système devait encore mûrir. Au départ, Game Freak n'avait même pas prévu d'inclure des combats entre joueurs dans Pokémon. L'accent était mis uniquement sur l'échange de Pokémon. C'est Nintendo qui a explicitement demandé l'ajout des combats. Cette décision deviendrait plus tard l'un des piliers essentiels de toute la franchise, même si elle a commencé comme un simple ajout. Le succès de Pokémon rouge et bleu a eu des effets bien au-delà des jeux eux-mêmes. Les ventes ont offert une seconde vie à la Game Boy vieillissante. Le succès a été tel qu'il a finalement conduit à la sortie d'une version améliorée de la console, la Game Boy Color, lancée seulement 1 mois après la sortie nord-américaine des jeux. Toutes les régions n'ont pas pu profiter de ce succès immédiatement. Pokémon rouge et bleu ne sont jamais sortis en Corée du Sud. La raison n'était pas liée aux jeux eux-mêmes, mais à la législation, une interdiction des produits culturels japonais. Ce marché est ainsi resté fermé aux versions originales pendant longtemps. Certaines modifications dans Rouge-Feu et Vert-Feuille sont discrètes, mais intentionnelles. Le modèle de la navette spatiale exposé au musée d'Argenta
n'est plus appelé Columbia dans les versions non japonaises. Ce changement a probablement été fait par respect pour la destruction de la véritable navette Columbia, survenue l'année précédant la sortie des remakes. Le monde de Pokémon est souvent empreint de fantaisie, mais parfois directement lié à la réalité. La région de Kanto est inspirée de la véritable région du Kanto au Japon et porte le même nom. On y trouve notamment Tokyo, ainsi que le siège de Game Freak. Kanto est ainsi la seule région Pokémon à partager son nom avec un lieu réel. Toutes les autres régions sont entièrement fictives. Les mécaniques de combat ont elles aussi évolué avec le temps. Dans Pokémon rouge, bleu et jaune, l'attaque puissance augmentait censément les chances de coups critiques. À cause d'un glitch, elle produisait exactement l'effet inverse. Au lieu d'augmenter la probabilité, elle la réduisait presque à zéro. Ce problème ne sera corrigé que dans les jeux suivants. Dans la première génération, la probabilité de coup critique dépendait de la statistique vitesse d'un Pokémon. Plus la vitesse était élevée, plus les chances de coup critique augmentaient. Le système semblait logique, mais s'est révélé difficile à équilibrer et a ensuite été modifié. À l'origine, 190 Pokémon étaient pas prévus pour Pokémon rouge, bleu et jaune. Les 39 Pokémon restants, ainsi que 66 Pokémon supplémentaires, ont finalement été intégrés dans Pokémon Or, Argent et Cristal. Beaucoup d'idées n'ont donc pas été abandonnées, mais simplement mises de côté pour plus tard. Parfois, le jeu semble même regarder vers l'avenir. Une fillette à l'extérieur du tunnel rocheux dans Pokémon rouge, bleu et jaune fait une remarque à propos d'un Pokémon rose avec un motif floral. Certains joueurs y voient une possible référence précoce à Munna, un Pokémon qui n'apparaîtra qu'à la 5e génération. Selon Junichi Masuda, Pokémon aurait très bien pu ne jamais exister. Des problèmes matériels et une technologie peu fiable à l'époque ont mis le développement en danger à plusieurs reprises. Le projet a failli être abandonné plusieurs fois, avant même d'avoir réellement commencé. D'après Ken Sugimori, le designer principal de la série Pokémon, Rhinophéros a été le tout premier Pokémon jamais conçu. Certaines des créatures les plus emblématiques sont donc nées dès les toutes premières étapes du processus créatif. Toutes les erreurs n'ont pas été corrigées immédiatement. Dans Pokémon rouge et bleu, il était possible de capturer des Pokémon dans des statues décoratives à l'intérieur des arènes. Ce glitch a été corrigé plus tard, dans Pokémon jaune. Pour finir, il reste encore quelques changements notables concernant les Pokémon exclusifs à certaines versions. Férozinge et Miaous étaient à l'origine exclusifs à une version, mais peuvent être obtenus dans Rouge-Feu comme dans Vert-Feuille. A l'inverse, Psychoquack, Coquillas, Ramolos et Starry deviennent exclusifs à une version dans ces remakes. Tu es maintenant arrivé au terme de ces 50 faits paisibles sur Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille. Peut-être que certains t'étaient familiers. Peut-être que d'autres étaient entièrement nouveaux. J'espère que tu as pu écouter tranquillement, laisser ton esprit vagabonder et t'absenter un moment dans la région de Kanto. Tu as commencé cette vidéo en pensant connaître ce monde. Tu sais désormais que même un voyage familier peut encore cacher de nouveaux chemins. Merci d'avoir été là. Emporte cette tranquillité avec toi et à la prochaine fois.